moi, j'ai pas bifurqué parce que j'ai voulu. C'est parce que je n'ai plus eu le choix il était impossible pour moi de vivre encore dans cette ville dans laquelle nous sommes toutes les deux, alors que nous l'avons quittée toutes les deux, qui est Paris, où le bruit, la pollution, le monde, la rapidité, il y a une sensation d'accélération de toutes choses. C'était juste plus possible. Voilà, maintenant c'est possible de manière sporadique, mais c'était plus possible. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laure Nouala. Laure est une ancienne journaliste qui a travaillé pendant de longues années au sein de la rédaction de Libération et elle était notamment en charge des questions d'écologie. Elle est également réalisatrice puisqu'elle a réalisé plusieurs documentaires, dont un avec Cyril Dion en 2018, et elle est aussi autrice. En effet, Laure a écrit 2 ouvrages. Le premier, que je vous recommande vivement, s'intitule « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Et le second, celui dont nous allons parler aujourd'hui, est intitulé « Bifurqué par temps incertains, réflexion et journal de bord sur le désir de changer de vie ». Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de bifurcation, de changement de vie, de changement de trajectoire, et je suis très heureuse de pouvoir en discuter avec Laure. Bonne écoute à vous. Salut Laure. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir au micro. On va aborder un sujet qui est super intéressant et que tu maîtrises plutôt bien, en tout cas sur lequel tu as un point de vue à nous apporter, qui est celui de la bifurcation, comme tu dis. Mais avant, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne te connaissent pas encore, s'ils ont vécu dans une grotte. Ils sont nombreux. Et je les pardonne. Je m'appelle Laure Nouala, je suis un être humain d'une 50aine d'années et qui a planché la moitié de sa vie sur les questions environnementales, notamment en tant que journaliste pour Libération. Et puis voilà, je suis un être humain coincé dans ce 21e siècle étrange, dans un pays occidental riche, voilà. Et donc, avec plein de questions de fin du monde plutôt que de grosse fin du mois, quoi. Plutôt la grosse fin du monde. Carrément, et ça fait longtemps que tu te poses ces questions, puisque tu le disais, tu as bossé chez Libé au pôle écologie, tu as écrit des milliers d'articles à ce sujet. Et un peu après 2010, en 2013, il me semble que tu as eu envie de changer de vie quand même, de basculer, de bifurquer. Comment ça s'est passé ? Parce que voilà, moi je m'imagine assez mal rédiger des articles pendant des années et des années sur la catastrophe climatique, le dérèglement et tout. Et voilà, et je comprends assez bien ce besoin de bifurquer en fait. Alors effectivement, il y a plusieurs bifurcations qu'on croisera tous, hein. C'est la mort, l'amour, et peut-être certaines qu'on croisera, en tout cas qu'on sera nombreux à croiser, qui sont le burn-out, la dissonance cognitive, le manque de sens, plein de questions existentielles. D'ailleurs, je pense que ce qu'on appelait avant la crise de milieu de vie, la midlife crisis, c'est une forme d'appel à la bifurcation, hein. Bifurcation, c'est changer de trajectoire, tout simplement. Et en plus, j'ai écrit un truc qui s'appelle bifurquer par temps incertain, c'est-à-dire qu'on bifurque pas en 2020 comme on eût pu bifurquer ou s'interroger sur le sens de sa vie en 2000. Là, dans les années 70, quand c'était la teuf la teuf. C'était la teuf d'ailleurs, tiens, voilà, c'était juste la teuf. Et donc, non, on n'est pas tout à fait dans les mêmes choses parce que notre cadre de bifurcation évolue et se rétrécit et on a vraiment la sensation, notamment depuis 3 ans, mais pour ceux qui, comme moi, observent quotidiennement depuis 20-25 ans,
que les limites planétaires sont en train de vraiment s'imposer à nous. Le cadre dans lequel on évolue rétrécit. Nous sommes devenus 8 milliards. On était 7 milliards il y a 12 ans, 6 milliards il y a 20 ans. Bref, il y a quelque chose... voilà, on est plus nombreux sur une planète aux ressources limitées avec plus de demandes. Donc forcément, ça réduit. Mais du coup, ce cadre-là est aussi une magnifique opportunité pour essayer de vivre le temps qui nous reste de manière la plus pacifiée possible, notamment en termes d'ambition personnelle, en termes d'ambition collective et en termes de projet de société qu'on a envie de voir durable, un projet qu'on a envie de voir advenir, donc qui n'est pas forcément concurrentiel, pas ultra-libéral, mais serait plus axé sur le partage, le renoncement, etc., etc. Et donc la bifurcation, au sens où je l'entends, c'est vraiment quelque chose de vouloir re-rentrer soi-même dans les limites planétaires, dans son activité professionnelle, dans son mode de vie et dans sa participation à un projet collectif de société. Et bien souvent, ça passe dans un premier temps par un changement de vie professionnelle. Est-ce que c'est ça le déclencheur finalement ? Alors, il y a 1001 déclencheurs des changements de trajectoire. Je l'ai dit, ça peut être une maladie, ça peut être... personnellement, c'était un burn-out d'envergure, mais pour certains, ça peut être, tu vois, un cancer qui te fait entrevoir la mort plus vite que tu ne l'avais anticipé ou imaginé, un accident, une séparation, un licenciement. Enfin, voilà, des crises sont très propices au changement de trajectoire. D'ailleurs, le mot crise veut dire aussi opportunité. Enfin, c'est quelque chose qu'on raconte souvent. Et, enfin, ça veut dire opportunité dans notre langue. Mais la crise, voilà, est un super moment propice. Donc, est-ce que ça passe par le professionnel ou par le personnel ? Je ne dirais pas qu'il y a une obligation, voilà. Mais c'est sûr que si tu es écolo dans l'âme et que tu prends ta bicyclette pour aller travailler chez Total, et non même pas énergie renouvelable, mais Total tout court, t'as une petite dissonance ou EasyJet, tu vois, par exemple, mettre la terre à portée de tout le monde. T'es profondément écolo, mais tu proposes du tourisme low cost et pourtant climaticide. Donc, des moments comme ça de dissonance surgissent de plus en plus parce qu'il me semble que depuis quelques temps, peu de temps, certains diraient 6 mois, d'autres diraient depuis 4-5 ans, il y a quand même une prise de conscience des enjeux écologiques qui se fait de plus en plus forte et par à-coup à chaque fois. Alors ça peut être des coups de catastrophe, un grand été caniculaire, voilà, la démission d'un ministre de l'environnement connu et aimé des Français. Bref, il y a des coups de pied aux fesses comme ça, un petit Covid, un petit Coron-Ukraine comme je l'appelle, c'est-à-dire à la fois un Covid doublé derrière de la guerre, d'une petite guerre sympa aux portes de l'Europe, mais avec un renchérissement de tous les prix des matières premières, de l'énergie, et on voit bien que l'inflation, c'est ce qui nous prend au nez. Enfin bref, pour moi, tout ça, c'était écrit. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais pour ceux qui tombent un peu de leur arbre, des nus, enfin, de leur fauteuil, confort, il y a une espèce de... Ce qu'on a vécu, nous, il y a 15 ans, 20 ans, alors qu'on était aux avant-postes de ces observations-là, et les gens le vivent de manière accélérée, intense, et puis dans l'immédiateté, là, voilà, et collectivement. C'est-à-dire que le corona a vraiment touché tout le monde, l'inflation touche vraiment tout le monde. C'est pas que les habitants de tel endroit qui aura été inondé ou les habitants, tu vois, enfin voilà, les victimes de Xintia ou des catastrophes, etc. Donc on est dans une époque où la multiplication des catastrophes, l'intensité des catastrophes, la modification totale du pacte social, plus ces conditions de vie sur Terre qui changent, voilà, c'est ultra propice à se poser énormément de questions. Plus que quand toi tu as bifurqué, est-ce que finalement ce que toi tu as fait il y a 10 ans, à savoir quitter Paris, changer un peu de vie quand même, est-ce que tu te revois toi il y a 10 ans et aujourd'hui tu as l'impression que cette bifurcation elle est... Alors ça reste toujours très compliqué de bifurquer, je pense que ça peut être en tout cas compliqué pour certaines personnes, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de ressources, plus de moyens, c'est un peu plus limpide ou pas tellement ? Parce que justement dans ton bouquin tu vas à la rencontre de différentes façons, enfin tu nous présentes différentes façons de bifurquer et voilà, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui ça paraît un peu plus évident ou pas tellement ?
Alors maintenant, dire je quitte une métropole barbare pour aller m'installer à la campagne, ralentir, lever le pied, me poser plein de questions est quelque chose d'assez banal, surtout dans nos milieux un peu, on va dire, d'intellectuels précaires. Bon, bah, là, ou de gens acculturés aux enjeux environnementaux, là, c'est quelque chose d'assez banal. Il y a 10 ans, ça l'était moins. Je me rappelle que j'effrayais mes amis qui me demandaient bien qu'est-ce que j'allais faire à 200 km de Paris. Enfin, Paris, c'est là où ça se passe pour un journaliste et tout ça. Donc, c'était pour eux absolument improbable. Moi, j'ai pas bifurqué parce que j'ai voulu. C'est parce que je n'ai plus eu le choix il était impossible pour moi de vivre encore dans cette ville dans laquelle nous sommes toutes les deux, alors que nous l'avons quittée toutes les deux, qui est Paris, où le bruit, la pollution, le monde, la rapidité, il y a une sensation d'accélération de toute chose. Voilà, ce n'était juste plus possible. Voilà, maintenant c'est possible de manière sporadique, mais c'était plus possible. Et donc je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, et il semblerait qu'avec le confinement, en tout cas les premiers confinements, il y a eu un effet un peu exode urbain dont on discute beaucoup aujourd'hui parce que quels sont les termes exacts de la définition de l'exode urbain, mais enfin des gens qui se translatent déjà, qui sortent d'une métropole barbare pour réinvestir des villes et des territoires un peu déshérités, qui sont, pour faire simple et binaire, un peu les territoires des villes de 10 000 habitants de la diagonale du vide, ou alors les métropoles un peu barbares quand même, mais plus distantes, plus agréables à vivre en tout cas que Paris, que sont Nantes, Marseille, Lyon. Ça, c'est quand même des villes énormes, Bordeaux, etc. C'est quand même des villes gigantesques, mais il y a une appétence pour les villes de moins de 40 000, 30 000 habitants, où tout est à peu près à taille humaine, de l'urbanisme aux voiries, en passant par une spatialisation. Tu arrives à spatialiser des espaces et ça fait un bien fou à nos cerveaux. Nos cerveaux n'ont plus adorent quand ils peuvent voir le ciel, la nature, marcher, traverser une ville et pouvoir spatialiser un peu l'environnement dans lequel ils évoluent. Voilà. Et donc je dirais que c'est plus facile aujourd'hui de bifurquer parce qu'il y a énormément de ressources. Les podcasts en font partie, les livres, les films. Mais ça ne change rien au fait que quelles sont les raisons. Il n'y a pas de méthodologie. Personne peut te dire « Ah, j'ai fait un mode d'emploi exhaustif de la bifurcation ». En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des questions à se poser et chacun, évidemment, va y répondre individuellement pour son cas particulier, pour sa famille, pour son boulot. Mais c'est comme des petites graines qui sont mises dans le cerveau, qui vont mettre peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans à germer. Il y a ceux qui ont des enfants de 15 ans, tu les délocalises pas pour les amener à la campagne alors qu'ils vivent dans le 14e arrondissement depuis l'an 1. Donc, tout le monde voit à peu près ce que je veux dire. C'est l'adolescent boudeur va surgir de ça. Mais voilà, donc il y a pas de méthode, pas de mode d'emploi inamovible, mais une série de questions à bien se poser et voir à peu près, s'il manquait 2 ou 3 doutes, se renseigner, etc., pour bien confirmer, conforter son envie de changement, tout simplement. Tu as utilisé le terme translater. Est-ce que c'est parce que ces personnes qui font le choix de quitter Paris ou d'autres villes pour aller dans des coins un peu moins peuplés, finalement ils gardent quand même un pied dans leurs activités professionnelles qui se déroulent à Paris? On l'a vu beaucoup, notamment post-Covid, mais des personnes qui ont déménagé leur famille, etc., mais qui sont confrontées, qui sont obligées de revenir sur Paris, etc. Donc il n'y a pas non plus forcément nécessairement un ancrage à l'échelle de leur nouveau territoire local, tu vois. Il y a de tout. Encore une fois, il y a vraiment les personnes qui font un tour sur eux-mêmes et qui vont décider d'être maraîchers, boulangers, paysans, ouvrir un écolieu ou un tiers-lieu artistique, etc. Et qui s'offrent dans une deuxième partie de leur vie une perspective de respiration et de faire quelque chose qui leur plaît vraiment. Et puis, il y a ceux qui se disent « Attends, moi, j'ai quand même une famille à charge, je gagne 5 000 € par mois, je ne peux pas me mettre à devenir, je ne sais pas, assistante péricultrice en couche lavable dans Lyon. Enfin, tu n'auras pas 1 centime et comment tu vis de ça ?» Donc, ça fait partie des questions à se poser. C'est-à-dire, quel est le modèle économique sur lequel je peux construire ou échafauder un nouveau projet de vie ?
Heureusement, on est en France, donc je dis tout le temps, soyez heureux, quoi. Il y a Pôle emploi qui est le sponsor officieux de la bifurcation. Je pense que 100% des personnes qui bifurquent et qui profitent de leurs 2 années de chômage sont très heureuses de pouvoir en profiter. Et ça permet de fomenter un projet, de asseoir véritablement son désir, de se poser énormément de questions, y compris en couple ou enfin avec des amis. Voilà, ça permet de bifurquer quand même. Ça permet de bifurquer. Voilà. Alors je sais que le président Macron aime pas trop ça. Pour lui, la solidarité nationale, c'est pas permettre à des personnes de réfléchir au sens de leur vie. Il a un peu tort parce que c'est aussi ça. Voilà, c'est pas que soutenir les gens en transfusion économique le temps que voilà ils fassent leur dépression. C'est pas que ça. C'est aussi un temps de respiration. D'ailleurs, qu'on ne nous accorde pas dès lors qu'on sort de nos études. Faut tout de suite aller bosser. Dès que t'as ton bac, faut aller faire des études. Une année sabbatique, c'est assez mal perçu. Une année sabbatique, mais même en fait, tu vois, c'est pas l'année sabbatique qui est mal perçue. Un truc qui n'arrive même pas au cerveau de nos édiles, c'est quand même que quand tu as 18 ans et que tu viens d'avoir ton diplôme, le fameux Sésame qui est le bac, que tout le monde a d'ailleurs, si on imaginait tous une année pour réfléchir à ce que vous aimez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de faire, voilà. Donc la possibilité d'avoir cette année-là, de voyager, de faire du woofing, de voyager low cost bien sûr, et low carbone pardon, d'aller s'inspirer dans d'autres pays, c'est ce qu'ils font par exemple au Norvège, tu vois, toute la tranche d'âge des 18 ans va passer 1 an de service civique, voilà, donc c'est modeste, mais ça ouvre un peu des horizons, on sort un peu de là d'où on vient en général, et ça permet de réfléchir pour se lancer dans la vie professionnelle, peut-être un peu plus assurée. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui quand même pas mal, c'est que beaucoup de jeunes font leur crise de la quarantaine à 20 ans. En fait, et tant mieux pour eux, mais du coup eux ils n'ont pas les 2 années de chômage, certains n'ont pas le RSA, ils sont trop jeunes, donc ils n'ont pas de soutien, là pour le coup c'est vraiment un don de soi, carrément dans une bifurcation très très décroissante, mais on pourrait avoir plein de dispositifs et ça on n'en a pas assez, on n'a pas réfléchi à des plans de bifurcation secteur par secteur, etc. Et pourquoi faire en fait, à la fin, de quoi la France a besoin aujourd'hui, de quoi nos villes ont besoin, de plombiers, d'électriciens, d'artisans du bâtiment, de gens qui télétravaillent en créant non pas de valeur sur le territoire mais qui créent une valeur dans leur compte en banque qui permet de dépenser sur le territoire. Il y a un effet de ruissellement réel des gens qui arrivent et qui voilà. Mais voilà, et on essaie de nous enfermer tous, le néo-bobo, le néo-rural qui est là à télétravailler mais qui est jamais sur le territoire à s'engager, ceux qui veulent vraiment s'engager mais qui se rendent compte qu'ils s'engagent dans des thématiques qui n'intéressent pas les gens sur le territoire, un frottement de différents culturels énormes entre celui qui a une maison qui se fait glyphosater et celui qui glyphosate depuis 3 générations et c'est comme ça ma petite dame, vous n'allez pas m'apprendre mon métier, certes non. Donc voilà, on beaucoup de dossiers à ouvrir. En fait, là, je me rends compte, je ferme aucun dossier, je les ouvre tous. Et donc, c'est très compliqué. Mais pour en revenir à ta question... Non, mais c'est très bien d'ouvrir plein de dossiers. Il y a aussi un temps d'observation quand on arrive sur un nouveau territoire. Là, tu parles de frottement. Il y a un temps d'observation pour aussi comprendre ce qui se fait à l'échelle locale. Enfin, je parle là en connaissance de cause. Je suis arrivée à Annecy il y a un peu moins de 3 ans. Et ça prend du temps, en fait, de comprendre quelles associations œuvrent là où toi, tu pourrais avoir une certaine valeur ajoutée. Donc, t'investir aussi. Et ça peut pas non plus se faire en 2 minutes ou en 2 semaines, quoi. Non. En fait... le bouquin bifurqué et partant incertain, il est construit selon le principe un peu de la permaculture. La zone 0 va être la zone d'observation la zone 0 va être la zone de la maison autour de laquelle se déploieront les plusieurs zones. Métaphoriquement, par analogie, la zone 0, c'est la zone de soi avec soi-même. Et quand on se déplace en permaculture humaine comme en permaculture tout court, il y a un temps d'observation on peut dire qu'il faut à peu près 1 an pour voir à peu près où on a mis les
pied pour comprendre tout le rhizome humain qui compose le biotope dans lequel tu viens d'arriver et d'atterrir. Et ça, c'est fondamental, ce temps d'observation, d'humilité. Je crois que c'est Roosevelt qui disait ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Donc remplaçons mon pays par le territoire. Et qu'est-ce que le territoire, qu'est-ce que je peux lui apporter véritablement, plutôt que de venir prendre que et consommer que ses paysages, ses maisons pas chères à retaper, sa qualité de vie, ses producteurs bio sur le marché. Oui, très bien, mais qu'est-ce que toi tu peux apporter localement, de quoi est-ce qu'on a besoin que tu peux offrir et qui fait partie de tes compétences. Est-ce que toi, dans Lyon, justement, tu t'es investi, il me semble que tu l'as fait, mais au sein d'une association ou tu as créé une association ? Alors, en arrivant à Joigny, j'avoue que moi, j'étais effondrée, puisque baignant dans les questions d'effondrement. Et je me suis donné un temps de respiration, ne rien faire, je crois, ne rien penser. Par contre, goûter le chablis local, goûter le Saint-Brie, goûter le Coulanges-la-Vineuse, le Pinot Noir, etc. Découvrir tout ça. Là-bas, en plus, vous êtes bien lotis. On est bien lotis, donc j'ai découvert pas mal de cépages. Et plus sérieusement, il n'y avait pas vraiment d'association qui parlait d'effondrement ou qui adressait les questions de collapse. Moi, je suis arrivée en 2013, donc 2015, il y a le bouquin de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. Et je vois déjà en 2017 que ça... Je fais le bouquin, le film avec Cyril Dion, Après-demain en 2018. Et là, en sortant de ce film, je me dis, mais c'est dingue. Moi, je vais parler dans des endroits à droite à gauche de personnes qui se mettent en réseau pour agir. Et chez moi, il n'y a rien. Et donc, c'est là qu'avec plusieurs copains, on a lancé Renaissance Joigny, mais pas Renaissance au sens du nom du parti de la majorité présidentielle. C'était avant. Je le précise, mais Renaissance au sens de la Renaissance écologique, l'ouvrage de Julien Dossier consacré à 24 chantiers qui permettent d'arriver à la neutralité carbone en 2050 et qui s'appuie sur un outil, une fresque de la Renaissance écologique qui, pour moi, me semblait être calqué la ville de Joigny dans Lyon, 10 000 habitants, où j'ai atterri. Et donc, à partir de là, on a commencé à fédérer. J'avoue que la première chose qu'on a faite, c'est l'apéro mensuel du premier mercredi du mois. Là, on a découvert que des personnes agissaient déjà dans leur domaine, donc que ce soit l'Internet local, solidaire et indépendant, que ce soit le Fab Lab, que ce soit l'éducation populaire. Et finalement, on s'est agrégé à 6 et on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. Et on a obtenu le financement de 2 équivalents mi-temps sur 3 ans pour fédérer toute cette énergie existante, essayer de proposer énormément de choses, des écoles maternelles à l'EHPAD, en passant par des festivals un peu écolos, mais dont le cœur de réflexion n'est pas l'écologie, mais on en parle toutes les 5 minutes, mais bon, voilà. Et voilà, et maintenant, il y a tout un écosystème. Il y a la caserne Bascule qui s'est installée là-bas. Il y a, je dirais, 130 personnes sur une ville de 10 000 habitants. C'est énorme. Qui gravitent dans ces sphères de la transition environnementale, sociale et numérique. Donc, en fait, vous avez eu aussi un rôle pour faire des ponts, en fait, d'agrégateur. De reliance. En fait, j'adore le mot reliance, qui est très peu utilisé. Et la reliance du territoire, je la vois vraiment comme, je sais pas, toi et moi, on a une pelote de laine, on les tricote ensemble, ça nous fera des mailles. Si on crée des liens toutes les deux, ces mailles pourront nous permettre de tomber pendant les tempêtes, quoi, qui s'annoncent, dans un maillage d'entraide, de connaissances. C'est très important sur son territoire. Je crois que la ressource numéro 1, c'est l'information de qui fait quoi. Et qui fait quoi, où, comment, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que je peux aider, moi j'aurais besoin de ça, et vous. Et alors, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est créé en 2019, je crois, et en mars 2020, on était galvanisés comme des dingues, parce que à l'heure du premier confinement, nous n'avions ni peur, ni nous n'étions sidérés parce que, on attendait un peu, voilà. Et surtout, nous étions galvanisés parce qu'on se disait, ça y est,
ça y est, la société va comprendre. Et comme nous, on a pris un peu d'avance, eh ben, on va accueillir tous ceux que ça intéresse de discuter de tout ça. Alors, on n'avait pas le droit de se réunir, mais bon. À la campagne, on avait 6 gendarmes, donc c'est pas eux qui allaient nous foutre des PV. Et on se réunissait dans les jardins. C'est un printemps en plus qui était magnifique, ce printemps 2020. Donc à s'autonomiser sur les questions énergétiques, de déchets, de ressources en eau, à faire des choses, des potagers, à les faire ensemble, apprendre à réparer une toiture, bref, toute chose, ou construire un mur en chanvre et chaud. Bref, toute chose dont on pense qu'on n'a pas besoin, mais peut-être que ces savoirs-là, cette bonne humeur, cette joie-là, c'est un peu ce qui nous attend demain en fait. Et quels sont les profils des 130 personnes? Alors peut-être pas les 130, mais voilà, quel est le profil C'est hyper varié. Mais vraiment de tout. Voilà, effectivement, des néo-ruraux qui achètent une maison à Joigny et continuent à faire la navette avec Paris. Des gens du cru qui sont avec des revenus très bas, mais plein d'or dans les mains. Et plein de savoir-faire que nous, comme des débiles, à force d'avoir des 20 sur 20 à l'école ou des 18 sur 20 à l'école, en maths, en histoire, en géographie, t'apprends pas à planter un clou. Hein. Donc, je vous le fais comme ça. Franchement, ceux qui m'écoutent, ne forcez pas vos enfants à faire des études à tout prix. Je veux dire, voilà, il y en a qui sont doués pour, mais il y en a d'autres qui sont très heureux et très compétents dans d'autres choses. Mais je crois que c'est une autre époque maintenant. C'est pas comme ça. Donc, très bien. Il y a des personnes âgées, mais qui ont envie, comme tous les retraités de France, de s'investir dans les associations. Et pourquoi pas une association qui parle de l'avenir de leurs petits-enfants. Comment est-ce qu'on peut aider? Et il y a de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un entre-soi, que les personnes sont en général acculturées aux enjeux. Et que oui, on a toujours cet angle mort de l'écologie politique ou de l'écologie, c'est quand même les populations défavorisées qui ont plus l'impératif de la fin du mois devant elles que celle de la fin du monde. Donc voilà, et celles qui manifestent, donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées en faveur d'eux, mais en faveur d'eux à partir de leurs besoins. On ne va pas leur donner des cours sur le tri des déchets s'ils en ont rien à foutre. Par contre, s'ils comprennent que en triant ces déchets, en réduisant le gaspillage alimentaire, il y a des économies à la clé, qu'on mange mieux, bon, et qu'en plus on apprend à son enfant à faire une compote de pommes, parce qu'on a racheté beaucoup de vergers. On parle de ça, mais bref, c'est plus facile de faire une compote de pommes avec des pommes, du verger, des vergers collectifs achetés, taillés ensemble et récoltés ensemble, que d'aller acheter une pomme pote et voilà, et qui soit trop sucrée et tout ça. Bref, j'enfonce des portes ouvertes, c'est dingo. Non, tu parlais de tes vergers, enfin de vos vergers. Ouais. Puisque initialement, toi, tu as d'abord acheté des vergers. J'ai d'abord acheté un verger avec un ami, Patrick Frémaux, et puis après une maison commune de transition, et puis après une deuxième maison commune de transition, et puis d'autres vergers. Alors maintenant, il y a à peu près 5 hectares de vergers disponibles, en open source, dans lesquels sont organisés des week-ends de taille, de récolte, de transformation, d'aménagement, de construction de toilettes sèches. Et après, l'idée, c'est d'en jouir, mais d'en jouir au même titre que ceux qui n'ont pas les moyens d'être apporteurs d'euros. Il y a ceux qui peuvent apporter des compétences, des outils. Bien sûr. Chacun trouve sa place comme ça. Et voilà, c'est modeste, mais à la fin, cette ville qui est Joigny, on a par ailleurs, ça c'est très intéressant, très important dans une brique de bifurcation. La bifurcation individuelle, c'est fait. Mais quand on veut atterrir dans un territoire et œuvrer en faveur du territoire, si on n'a pas l'oreille des élus, ça va être très compliqué. C'est des bâtons dans les roues, on sait comment c'est. Il y a parfois des territoires ruraux qui nous aiment pas trop. Et c'est les frottements que tout le monde connaît. Et puis, parfois, vous tombez sur des villes... Joigny, c'est une ville où le maire, Nicolas Seret, est plutôt hyper à l'écoute de nos sujets. Il peut peut-être pas, lui, publiquement en parler et en faire toute la journée de l'écologie, mais du coup, on est pas mal soutenu pour
pour en faire et pour communiquer autour de ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et c'est vrai, quand on a un élu dans la poche, c'est vachement plus facile. Il vous dirige vers les lignes de subvention de la région, du département et autres. Il vous inclut dans les manifestations organisées par la communauté de communes. Voilà, vous avez une meilleure visibilité et vous pouvez toucher plus loin, quoi. Oui, forcément. Forcément. Tu le disais tout à l'heure, et ça fait une transition parfaite avec le sujet que je voulais aborder, mais il y a des personnes qui, évidemment, sont soucieuses de la fin du mois et d'autres de la fin du monde. Et donc, on en vient à cette question qui me paraît assez intéressante de comprendre si tout le monde peut bifurquer. Est-ce que tout le monde peut s'offrir ce plaisir de la bifurcation, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est à portée de tout foyer ? C'est sûr qu'une personne dont le poste est caissière dans une boulangerie ne va pas pouvoir se mettre au vert et passer en télétravail. Il y a des postes qui sont anti-bifurcation. Mais si cette même personne, sa bifurcation intérieure, c'est déjà de savoir où, autour d'elle, elle peut rejoindre une association, s'occuper, apporter, être dans l'entraide de là où elle est, alors oui, elle peut bifurquer. Tout dépend de... Si on a dans la bifurcation, l'image d'Épinal de la maison au vert avec la famille, Mimi Cracra, les bottes en caoutchouc, aigle, et on se balade dans la forêt à l'automne en ramassant des champignons pendant que papa travaille. Bon, si on a cette image-là, il est évident que non, parce qu'il vous faudra un capital de départ pour pouvoir acheter un bien immobilier. Il se trouve que il y a quand même une tendance, notamment chez les jeunes de moins de 30 ans, qui est de perpétuer, je dirais, l'âge adolescent de la colocation estudiantine et d'acheter à plusieurs, d'acheter modeste, d'acheter petit, dans des coins. Alors, ils n'ont pas une vie professionnelle très longue derrière eux, mais en s'installant à plusieurs, ils mutualisent leurs besoins. Ils mutualisent donc les voitures, la voiture, si c'est le cas, la nourriture. Ils passent tous en végétarien, donc du coup, ton panier de la ménagère descend fortement. Ils mutualisent des meubles, ils prennent d'assaut les ressourceries. Peut-être le beau est moins important que l'usage et la fonction de l'objet. Donc, c'est des retournements de système de valeurs. Ça, c'est une bifurcation pour moi, c'est-à-dire se dire, non, pourquoi je vivrais seul finalement dans une maison de 150 mètres carrés, pourquoi on n'achèterait pas à 3, pourquoi on se mettrait pas à 3, pourquoi quelqu'un louerait pas, etc., etc. Il y a ça, et puis il y a ceux, je le disais tout à l'heure, qui amènent des compétences plutôt que d'amener les moyens, et constituer des groupes pour acheter à plusieurs. Je pense que tout le monde sait que ça se fait vachement, beaucoup. Alors là, après, se pose la question du frottement humain, de comment être à plusieurs en collectif, c'est possible, alors qu'on est tous issus d'une culture de l'individualisme forcené. Donc réapprendre à décider ensemble, à envisager ensemble, à poser nos intentions ensemble, à les rendre visibles, tout ça est fondamentalement important. Mais tu dis réapprendre, mais moi j'ai l'impression que c'est presque apprendre en fait, parce que à quel moment dans nos vies actuelles on nous a encouragés à aller vers l'autre, tu vois, enfin je trouve, et encore plus maintenant, mais que on est très vite seul face à son téléphone, seul dans sa performance à l'école, etc. Et en fait, c'est presque apprendre à être avec l'autre. C'est ce qui ressort de toutes les études là, sur les jeunes notamment, qui sont de plus en plus seuls. Oui, c'est vrai que famille, école, travail, même université, etc., on ne développe pas des outils très simples comme la communication non violente, comme la gouvernance partagée, donc tous ces principes d'intelligence collective qui permettent de prendre des décisions à plusieurs tout en ménageant les susceptibilités, tout en gérant, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais nos émotions pour pas qu'il y ait de frustration, de colère, de tristesse ou de sentiment d'injustice. Bref, on a maintenant des outils à disposition et les jeunes vont se former à ça, évidemment, et voilà, et ce serait top si on pouvait intégrer de la communication non violente dans les écoles au plus jeune âge, parce que c'est quelque chose qui permet de bien désamorcer des conflits en latence dans les organisations sociales.
que sont même les associations. Dans une association, on a autant de psychopathes et de chéfaillons que dans une entreprise ou que dans sa famille. Et moi-même, je me suis confrontée au fait que j'étais à la fois Huggy les bons tuyaux, mais aussi Benita Mussolini. C'est-à-dire, il y a des choses, dans la prise de décision en collectif, il y a des choses qui vous renvoient à votre mode de fonctionnement qui peuvent être particulièrement violentes, que vous n'aviez jamais vues, vous n'aviez jamais en tout cas souffert d'être comme ça, entre guillemets. Or là, c'est plus possible. C'est-à-dire, si on veut voir advenir un monde meilleur, il faut être soi-même une meilleure personne et avoir résolu 2 ou 3 problèmes. Et donc ça, c'est quelque chose, une introspection, une bifurcation intérieure s'impose un peu dès lors qu'on veut agir à plusieurs sur le territoire. Ouais, j'allais dire, ça nécessite une petite introspection quand même. À un moment. Elle peut être énorme. À minima petite. À minima petite. Et bien, aller déceler, je crois, ces postures réflexes, ce qu'on appelle les postures réflexes, c'est-à-dire en situation X donnée, c'est quoi ma réaction primaire ? Je suis plutôt coopérante, plutôt solitaire, plutôt performative, plutôt aidante, et tant pis si le groupe rate, mais au moins j'aurais aidé. Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'on connaît, mais dont on parle jamais, qu'on pratique jamais en fait dans la vie dès l'âge de la maternelle. Et c'est con parce que ça permettrait tout le temps tellement de renverser nos systèmes de valeurs que ça serait une partie du... Je suis persuadée qu'il y a 2 trucs, c'est l'éducation et la mixité sociale qui permettraient d'améliorer un peu le monde tel qu'il est. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi et effectivement ce travail de se poser la question de comment on réagit, etc. Au final, quand on le fait, c'est souvent on le fait de son côté, mais on n'est pas amené à y réfléchir, ou très rarement, ou parce qu'on participe à un stage ou quelque chose autour de la communication non violente éventuellement, mais sinon on n'est pas amené à interroger nos fonctionnements, même quand on rejoint une entreprise. En fait, ça pourrait être tu vois, dans le onboarding, là, le super terme que tout le monde adore, ça pourrait faire partie des questions en fait qu'on t'invite à te poser. Ouais. Et à savoir, même une des questions que quelqu'un qui passe un entretien pour entrer dans une entreprise pourrait poser, c'est mais quel est votre mode de gouvernance, de prise de décision, à quel moment vous utilisez des outils d'intelligence collective, est-ce que c'est le cas, si c'est pas le cas, mais pourquoi, est-ce que le système pyramidal est un truc qui convient bien, est-ce que ça marche bien, toi tu pourrais renverser l'entretien et demander, voilà, au lieu il paraît que les jeunes vraiment souvent maintenant demandent c'est eux qui font passer l'entretien d'embauche à l'employeur, mais pas tout à fait sur ces thématiques-là, mais effectivement, oui. Pas encore sur ces thématiques. Peut-être que ça viendra sur la raison d'être, sur les engagements, etc. Mais après, sur les modes de fonctionnement et les prises de décision, il y a beaucoup à dire, ouais. Toi, est-ce que dans le pro, tu as pu utiliser certains de ces outils après avoir mieux compris ta façon de fonctionner? Tu disais que tu as fait un burn-out. Est-ce que dans le professionnel, après, tu as réussi à répercuter un petit peu? Non, pas du tout. Alors d'une part parce que j'ai réalisé des films toute seule, donc une réalisation de film c'est quelque chose d'assez solitaire. Vous avez quand même un producteur, vous avez évidemment un monteur ou une monteuse, vous avez un chef-op, une chef-op, enfin peu importe, il y a une équipe derrière un projet. Et le projet, c'est vous qui le portez. Donc, c'est pas tout à fait... voilà. Et j'ai pas su gérer, non, à plusieurs reprises, des conflits. Si j'avais eu ces outils-là avant, voilà. Mais en même temps, si j'avais eu ces outils-là et que j'avais été toute seule à avoir ces outils-là, ça n'aurait pas servi à grand-chose parce que je crois qu'on parle pas la même langue. Sortir d'un stage de communication non violente et se mettre à la pratiquer et face à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, qui se demandent ce que vous avez fumé, en fait. D'où tu débarques. Ouais, non, mais de ce que vous avez fumé, c'est sûr que ça marche pas. Donc, mais de toute façon, non, pour répondre à ta question, j'ai jamais utilisé tout ça dans mon mode professionnel. Écrire est quelque chose d'éminemment solitaire. Alors, tu vas à la rencontre de personnes, etc. Non, mais à la fin, c'est toi avec tes phrases, tes mots et ta sensibilité. Et ta maison d'édition, mais en l'occurrence Tana, que tu connais quand même assez bien. Et Tana, c'est feu vert, tu as une date de rendu de copie et tu fais ce que tu veux. S'il y a des problématiques, tu appelles, mais sinon, tu es totalement libre d'organiser ton temps, ton travail, ta structure. Voilà, donc
j'ai plutôt choisi, moi, je sais que ma posture réflexe, c'est que je peux, en étant muette et aveugle, je peux m'en sortir. Et seule. Donc c'est ça que j'ai appris dans différents jeux de posture réflexe. Alors peut-être que c'est pas sympa pour les autres, mais moi j'ai appris que seule, muette et aveugle, je m'en sortais. Donc voilà, pour l'instant, c'est trop dur de tout redéconstruire. Oui, non, mais je comprends. Ça me donne très envie d'enregistrer un épisode sur la communication non violente, justement. Ah oui, et puis sur les postures apprenantes de coopération. Je pense que ce sera un excellent sujet. Tu devrais contacter les gens de Fertile qui font des formations d'enfer autour de ça, y assister et voir. Enfin, justement, ces jeux de posture réflexe, tu verras de quoi je veux parler si jamais tu as l'occasion de participer à une PACO, parce que c'est... voilà. Après, il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais c'est assez révolutionnaire pour une organisation si elle veut travailler ensemble. Très intéressant. La dernière question que je voulais te poser, Laure, c'est comment est-ce que on parvient... Alors tout à l'heure, tu mentionnais la dissonance cognitive, etc. Mais voilà, comment les gens que tu as pu rencontrer ont réussi à écouter cette petite voix, ou à écouter en tout cas ce besoin de bifurquer, parce que je pense qu'on peut faire un peu l'autruche pendant quelques années sans que ce soit grave, hein. Je dis pas que c'est grave de faire l'autruche, mais il y a, tu vois, quels sont les signes, quelles sont les alertes qui peuvent nous aider aussi à transitionner, ou à se dire qu'il faut qu'on transitionne, parce on peut vite, j'observe, alors c'est pas mon cas et je m'estime très chanceuse, mais j'observe chez mes amis, tu vois, des grands moments de doute. On a entre 30 et 35 ans, des grands moments de doute, des grandes remises en question, et pour autant pas forcément ce souhait d'être plus aligné, mais c'est plutôt je vais changer de boulot, et puis en fait 6 mois après ça va toujours pas, donc je rechange de boulot, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un moment où à quel moment tu te dis attends, il faut que ce soit un peu plus radical que ça, quoi? J'ai vu, constaté, appris que un jour on ne peut plus fonctionner. Voilà, on est en total dysfonctionnement, on ne peut plus fonctionner. Alors on arrête. Et ce jour peut prendre un certain temps à arriver. C'est-à-dire, effectivement, on peut reporter toujours à 6 mois plus tard, 1 an, 2 ans. Tiens, les enfants sont petits. Tiens, il y en a un troisième en route. Bref, il y a des choses plus pressantes que son bien-être intérieur, personnel. Or, je pense que tout le monde entend son petit Gemini Cricket qui est sur l'épaule gauche ou droite, qui dit je crois que ça merde un peu là. Je crois que tu... Et on a une force à l'intérieur qui dit mais si. On a un ego à l'intérieur qui dit mais si, je vais y arriver. Je vais écraser cette petite voix. Je vais tout défoncer. Et un jour, ça casse. Et on est dans une société où on entend plus qu'avant que ça peut casser. Donc, contrairement à il y a 10, 15 ou 20 ans, le burn-out, finalement, si t'as pas fait de burn-out, t'as raté ta vie, en fait, tu vois, maintenant. Et oui, parce que le burn-out implique derrière que tu te sois rétabli, t'es a priori à nouveau fonctionnel, et les problèmes que t'avais, tu les as éliminés. Donc, voilà. Bon, mais ça, c'est une façon de voir. Mais si c'est juste reporter, enfin, voilà pourquoi il n'est pas urgent de bifurquer demain. Il est urgent de bien bifurquer, de bien changer de trajectoire, de bien voir quels sont les contours de la trajectoire qu'on veut modifier. Parce que ça peut être le partenaire de vie. Rarement on se débarrasse de ses enfants pour avancer. Donc, ok, ça, c'est incompressible. Mais ça peut être le cadre de vie, le compagnon de vie et l'objet qui fait qu'on se lève tous les matins pour aller travailler. Et pour faire quoi? Comment on s'occupe et dans quelle visée? Donc, je dirais que le signe numéro 1, c'est je ne peux plus fonctionner comme ça. Et 15 jours en thalasso ou en maison de repos n'y changeront rien. Et donc, aller creuser c'est un point de rupture, quoi. Ce qui ne va pas et ce qui va, c'est un travail qu'on ne peut faire l'économie de faire. Merci Laure pour cet entretien, c'était très intéressant. J'indiquerai tous les liens utiles dans la barre de description, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu.
n'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.